comment reproduire les contraintes du sprint ? Bah tu fais du sprint. Je vois ça avec le swing là pour le golf. J'avais fait un Ou le dossier, shadowboxing avec genre, les haltères. il tire des poulies et tout, mais en fait, la vitesse c'est pas la même, les forces appliquées c'est pas la même. Enfin, ça a aucun sens en fait. Mais les contraintes sont tellement plus importantes sur les tissus que ce que tu peux retrouver avec une pauvre barre de 10 kilos, tu vois. On est encore très en retard là-dessus, malheureusement déjà faut changer les mœurs et les mentalités. Tu vois des contractions de 7 secondes et c'est pas visionnaire. Non, Autant refaire du cluster et faire du 3 secondes plus 3 t'as secondes déjà à la une limite. fatigue. Ils étaient incroyables ces livres. Franchement ils étaient incroyables, donc j'y recommande vraiment. Bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, format un peu différent. On s'est dit qu'on allait un peu changer et faire un format question-réponse. Donc, on avait demandé sur Instagram, différentes questions. Et puis, on en a retenu quelques-unes. Donc, on va essayer d'en choisir que quelques-unes et puis de les détailler au maximum. Et puis voilà quoi. Ouais, on va répondre aux questions. Ouais, on avait mis en story, on avait demandé aux gens un petit peu les questions qu'ils avaient pour qu'on puisse détailler un petit peu plus sur le format podcast, parce que c'est vrai qu'en story, des fois, c'est un peu limité, à moins de mettre 5 stories, ou alors de parler en story, mais enfin, c'est chiant. Donc, c'est mieux en format podcast. Du coup, la première question qu'on avait, c'était quels sont les grands principes de la planification sur un sport à compétition régulière ? Donc j'imagine que c'était dans le cadre où on a de la compète, enfin genre les sports co par exemple, où on a des matchs toutes les semaines, tout ça. Donc quand on est en saison typiquement, où c'est pas un événement tous les 2 mois, comme des fois, moi je sais qu'en haltéro par exemple, tu peux avoir une compète tous les mois, ou voilà, bon, c'est pas toutes les semaines quoi. T'es pas sur le plateau toutes les semaines. Après ça dépend à quel niveau on est aussi, mais ouais, donc là peut-être plutôt les sports co où on a des fois à haut niveau 2 matchs par semaine, voire 3. Je sais, foot, handball, rugby, des trucs comme ça, ça peut être très régulier. Bah, dans ce cas, je pense que déjà, ouais, ça va dépendre déjà du niveau. Je sais pas ce que tu me diras ce que tu en penses, mais ça va dépendre déjà du niveau de pratique aussi. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que dans tous les cas, la priorité, ça reste le sport. Je veux dire, quand tu es en saison et que tu as 1, 2, 3 matchs dans la semaine, la priorité, ça reste la compétition. Ça dépend aussi probablement avec l'entraîneur. Parce que moi, je me mets plutôt dans le côté prépa physique. Après, parce que je suis moins du côté entraîneur, puisque moi, je n'entraîne pas un sport spécifique. Je ne suis pas entraîneur de foot ou autre. Bref, je suis que la prépa physique. Mais si je me positionne de ce point de vue-là, je me dis que l'entraîneur, il va peut-être se dire, ok, il y a peut-être des matchs, on a peut-être en saison 2 matchs par semaine, mais il y a des matchs qui sont importants, il y a des matchs qui sont considérés moins importants, qu'on va presque prendre comme un entraînement, tu vois, il n'y aura pas forcément un affûtage, enfin, voilà, on va pas en tenir compte toutes les semaines non plus, et ce sera pas, enfin, le match sera pas forcément considéré comme une compétition en termes d'importance et en termes de stratégie à l'entraînement à côté et d'affûtage et puis sur l'organisation en fait globale de la prépa physique et tout le reste. Donc ça va dépendre déjà des choix qui sont faits, je pense, dans le club et puis par l'entraîneur et tout ça, en termes de qu'est-ce qui est important et tout. Déjà parce que tout n'aura pas le même degré d'importance, donc au final, même si on a 2 matchs dans la semaine, il y a peut-être un match, ou enfin il y a peut-être des trucs qui sont moins importants. Encore une fois, ça dépend du niveau auquel on se situe. Et la priorité, ça reste le sport. Donc je pense que la prépa physique doit être très limitée dans ce cadre-là. Déjà que de base, même sur des fois des niveaux, alors c'est pas des très hauts niveaux, mais quand dans des sports co, tu es en National 2, National 1, la prépa physique, en tout cas en France, c'est déjà très limite. C'est des fois souvent intégré. Moi, je me souviens en handball, c'était en N2. T'avais aucun matos, t'étais sur le bord du terrain et c'était en gros prépa physique avant la séance de hand. Sachant que les séances, il y en avait quoi, 4 dans la semaine. Enfin bon, ça dépend encore une fois du niveau. La réponse est assez large. Enfin, la question est assez large, du coup, la réponse est compliquée. Mais déjà, voilà. Déjà qu'à haut niveau, la prépa physique laisse à désirer. Il n'y a qu'à voir ce qu'ils font dans l'équipe de France de foot ou même dans les grands clubs, là où il y a le plus de moyens en plus. C'est pas pour autant que. Pas forcément les moyens qui font la pertinence des interventions, mais ouais, déjà que c'est assez limité en termes de temps et de ressources allouées à la préparation physique, si on parle de préparation physique. Donc à moindre niveau, c'est encore pire. Donc si t'as pas beaucoup de temps, déjà tu vas pas pouvoir développer grand chose. Au mieux, tu vas peut-être maintenir. Et s'il y a énormément d'échéances, la priorité, je pense que ça reste les échéances.
et que ce qui compte c'est d'être bon dans le sport et que c'est pas un moment où on va développer énormément. Je veux dire, c'est par exemple, t'es en foot, je pense que c'est pas en pleine saison que tu vas faire de l'hypertrophie, quoi. Hmm. Je sais pas ce que t'en penses, Euh, globalement, sur le postulat de base. ouais, ouais. Bah après, moi, je rejoins pas mal de trucs, surtout sur le fait que, en fait, tu vas avoir des compétitions ou des échéances qui seront prioritaires et d'autres qui seront secondaires. Et dans ce cas-là, bah, tu pourrais intégrer directement et te dire, bah, ici, je peux continuer peut-être à développer ou à faire de la préparation physique en considérant que je vais arriver sur mon match avec un peu de fatigue. Et dans ce cas-là, il n'y a pas trop de soucis. Après, effectivement, euh, en saison, moi, le but, en tout cas en tant que préparateur, je pense, c'est micro-doser, c'est-à-dire les qualités, garder des volumes qui sont assez bas et juste faire de la stimulation. Parce que, et ça, on en avait parlé dans un autre podcast pardon, sur la hors-saison, mais on a quand même une logique qui est assez inversée, c'est-à-dire que loin de, loin de la saison, on va travailler sur des qualités qui sont opposées à l'activité sportive, et plus on va arriver vers les échéances, plus ce sera spécifique. Et du coup, bah, quand c'est spécifique, tu vas juste micro-doser et tu vas faire juste des piqûres de rappel. Et après, c'est aussi en fonction du calendrier, c'est-à-dire si tu as des échéances qui sont prioritaires, bah là, tu vas faire de la fraîcheur avec des volumes qui seront très bas en préparation physique. Et si tu as des échéances qui sont secondaires, dans ce cas-là, tu peux augmenter peut-être un petit peu le volume, etc. Mais de toute façon, quand tu es dans la performance, tu vas essayer d'onduler un petit peu en fonction des échéances de l'athlète. Et c'est comme ça que ça fonctionne, parce que des fois, tu vas te rendre compte que ton athlète va te dire ah bah moi j'ai 2 semaines où là j'ai rien, et bah dans ce cas-là tu vas peut-être mettre un petit peu plus de charge et puis onduler comme ça. Donc généralement c'est pas tu vas pas définir précisément ce qui va se passer dans la saison, et tu restes Hmm. assez dynamique. Mais je pense que d'un point de vue vraiment très pratique, il faut garder le volume bas, peut-être faire qu'une séance en réalité, Ouais. tu la mets 3 à 4 jours avant ton match du week-end, faire vraiment une piqûre de rappel avec un peu d'intensité quand même et un volume assez bas. Et puis voilà quoi. Bah, ça me fait repenser à l'exemple dont on parlait dans un autre podcast et qu'on avait en commun, Martin, tu sais, sur le cyclisme, Mm, ouais. où au final, toi, tu l'entraînes sur le vélo, il fait beaucoup de vélo, gros volume sur le vélo, des courses et tout, hein, très régulièrement, des fois toutes les semaines, voire même plusieurs le week-end. Euh, et donc, dans ce cas, quand tu cherches à performer, effectivement, enfin, moi, sur la réathlétisation, je sais qu'on avait descendu à une séance, quoi, une ou deux. Enfin, c'est pas la priorité, quoi, clairement. Ce qui comptait, c'est de la gestion de la charge et qu'il lui soit performant dans son sport. Et je pense d'une manière générale, dans ce cadre-là, voilà. Évidemment, c'est plus simple quand on n'est pas dans ce cadre. Mm, Je veux dire, quand tu as du temps, que tu as une off-saison, enfin une pré-saison, que tu as des échéances moins longtemps, que tu vois, les échéances, il n'y en a pas beaucoup, mais du coup, elles sont toutes importantes, plus ou moins. Et du coup, tu as le temps de faire des affûtages, etc. C'est mm. nettement plus simple, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est un peu plus limité. Donc, je pense que dans ces sports-là, les choses doivent se voir plus sur le long terme, parce que vu que pour le coup, en saison, d'un point de vue physique, des qualités physiques, tu peux pas trop développer. Ouais, c'est Donc il compliqué. faut. Le seul moment, enfin comme tu dis, des fois, ouais, voilà, il y a 2 semaines où je peux, donc tu essaies de mettre Ah, ce que tu peux au t'en max. remets un coup. Voilà, t'en mets un coup, mais bon, après, c'est pas en 2 semaines que tu vas développer de fou non plus, même si tu Ouais. développes un peu. Après, les off-saison dans des sports comme ça sont pas très longues. Donc, bon, si t'as 2 mois, 2-3 mois, bon, bah, tu vas développer un peu, mais bon, derrière, après, enfin, je veux dire, il te faut des années pour bien développer. Si t'as que 2 mois par an, tu peux vraiment développer à fond, et Mm. encore, tu vas peut-être pas pouvoir tout, enfin, pas forcément tout faire en même temps. Donc, c'est des sports où il faut vraiment voir sur le long terme, et je pense que, ouais, en tout cas, en France, notre approche devait être, enfin, si on réfléchit plus largement, et c'est un problème parce que quand je pense au sport co, moi qui avait travaillé, enfin j'avais fait un stage dans le foot, Pôle Espoir, à l'époque à la fac, et ouais, c'était déjà on introduisait, je me souviens c'était avec Nicolas Gravis, hein, si jamais il nous écoute, petite dédicace, mais ouais, il essayait d'introduire l'haltérophilie en préparation physique auprès des joueurs de Mm. foot en Pôle Espoir, donc qui ont 14-15 ans. Et ça déjà, c'est pas une hérésie, mais presque. Parce qu'on est encore dans un monde, en tout cas en France, dans le sport, où on te dit que le développement de la force, tout ça, c'est pas bon pour les enfants, la croissance, etc. Enfin, on est encore très en retard. D'ailleurs, j'ai partagé en story Archaïque. là, hier ou avant-hier, je sais plus là,
C'était Menno Henselman là, qui avait partagé une méta-analyse là, justement, qui vient de sortir encore sur comme quoi c'était safe et qu'au contraire on devrait y aller tout sur les enfants. À Mais ouais, accrocher sur toutes les portes. ouais, accroché sur toutes les portes. Mais voilà, encore une fois, après, c'est parce qu'en France, on fait plus de la politique et de l'économie que de la santé. Mais voilà, Mm. malheureusement, c'est pas pour taper sur qui que ce soit. Mais je veux dire, quand t'as des médecins dans une fédé qui viennent te dire oui, non, les ados, les enfants devraient pas faire de développement de la force. En fait, ils ont rien compris à ce qui se passe en termes de contraintes. Quand on parlait de pliométrie, où, De euh, vitesse, ouais. où sur le terrain, tu peux monter à des 20, 25, 30 fois le poids de corps par seconde, mais les contraintes sont tellement plus importantes Mm. sur les tissus que ce que tu peux retrouver avec une pauvre barre de 10 kilos, tu vois, pour que tu fais un éducatif d'haltéro. Donc ça, bon, on est encore très en retard là-dessus. Malheureusement, déjà, il faut changer les mœurs et les mentalités. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faudrait voir à plus long terme, et du coup, il faudrait, sur des sports comme ça où il y a beaucoup d'échéances, et du coup, on peut pas trop développer, il faut voir vraiment en amont. Il faut développer les qualités physiques Ouais. longtemps à l'avance. Je veux dire, c'est pas quand t'es. Enfin, le mec qui est en Ligue 1 à 18 ans, déjà il est très bon dans le foot. Donc même Ouais. si en prépa physique il est pas ouf, dans tous les cas il en est arrivé là pour d'autres raisons. Mais fallait voir avant quoi. Je veux dire, c'est Mm. pas arrivé à ce moment-là que. Enfin, c'est mon point de vue, mais qu'on va en faire des oufs, mais puis après il y a la génétique, il y a plein de choses qui font que ça On va c'est passer à la question de... bref, donc on passe à la suite. Deuxième question, renfo pour le triathlon. Bon, là, je vais te la laisser celle-là, deep Ouais, squat ou alors, half squat. je pense que celle-là, on peut la généraliser un peu parce que c'était une question de Juan qui disait renfo pour le triathlon, deep squat ou half squat, donc demi-squat en gros. Mais je pense qu'il faut la généraliser à tous les sports en fait. Parce que là, la question, en fait, la réelle question, c'est est-ce qu'on doit être spécifique dans les angulations ou alors on doit être non spécifique. Et bah, celle-là, elle va rejoindre en fait un peu la première par rapport au développement des qualités hors saison ou en saison. Il y a des avantages aux deux, mais tu vas pas le faire pour la même façon. Moi, à mon avis, et pour enfin voilà, sans trop détailler et aller très rapidement, hors saison, on devrait être sur quelque chose de non spécifique et pourquoi pas aller chercher des angulations qui sont plus profondes pour tous les gains, que ce soit en termes de mobilité, que ce soit en termes même peut-être d'hypertrophie, etc. Et en saison, par contre, si tu veux un développement qui est spécifique, on en a parlé plein de fois dans la plio, par exemple, sur les angulations qu'on va aller chercher en bas de drop ou même dans l'activité. Là, tu peux aller chercher des angulations qui sont spécifiques en deep squat, en half squat, pardon, ou même en quart de squat, même, c'est possible. Là, Ce serait, ouais, oui, parce que c'est déjà pas spécifique, je pense, ouais, le half half, ouais, squat. c'est même pas forcément spécifique. Mais ouais, l'idée, c'est de se dire, bah, est-ce qu'en termes d'angulation, on peut pas aller chercher quelque chose de plus spécifique. Et aussi l'avantage, par exemple, de diminuer l'amplitude, c'est que tu peux charger plus. Ça veut dire que la magnitude de charge va être plus importante. Donc potentiellement, la stimulation sera plus importante. Si je prends un exemple simple, là c'est pour le triathlon, donc on va dire course à pied, mais si on prend par exemple ce saut en hauteur, tout le monde se représente, je pense bien, le saut en hauteur. Quand tu as ton impact au sol, la flexion de genou est moindre. Donc au final, tu pourrais te dire, par contre, la charge est importante. La charge, la force appliquée au sol est importante. La vitesse est importante. La quantité est importante. Donc tu pourrais dire, si tu veux répliquer un peu ces demandes-là, il faudrait en tout cas sur des exercices lourds, pas forcément descendre sur des grandes amplitudes. Et maximiser la charge totale que tu es capable de soulever. Donc dans une optique de spécificité et de force max, potentiellement ce serait plus intéressant de diminuer l'amplitude. Mais après, encore une fois, tu pourrais très bien travailler sur d'autres amplitudes pour aussi favoriser le développement de l'amplitude qui est plus petite. Donc ça, c'est une question qui est compliquée, mais je pense qu'en saison, tu peux te permettre de diminuer l'amplitude pour aller jusqu'à même du quart de squat, quoi. C'est une question qui est... Ah, j'ai d'autres points à soulever. Je pense que, ouais, quand on parle, tu disais, ouais, et je suis d'accord là-dessus, mais aller chercher de la non-spécificité, plutôt loin, hors saison, tout ça. Par exemple, deep squat, par rapport à mobilité et tout, l'hypertrophie, tout ça. Après, tu peux A- combiner les deux, hein. après, quand, tu vois, ça me fait penser quand on parlait d'analyse de l'activité, c'est ce que faisais dans Plio Pro. Mais en fait, déjà, la notion de spécificité, si on revient au triathlon,
et qu'on pense du coup que ce soit natation, vélo et Ouais, course à en plus, pied. c'est vrai que je parlais que de course à pied, mais Il y a le dans vélo le aussi, vélo, il y a de la mais flexion de hanche, enfin, c'est différent. Ouais. ouais. Mais je pense que la notion de spécificité et le degré d'analyse, il va bien au-delà d'une angulation en fait Hmm. sur le squat. En fait, je pense que ni l'un ni l'autre ne sont spécifiques. Enfin, peut-être que le half squat est un peu plus spécifique, mais pour la course à pied, non. Déjà les angulations, et après, encore une fois, c'est du bilatéral, alors que la course à pied, c'est de l'unilatéral, et puis on est sur des impacts pliométriques, alors qu'avec des temps de contact au sol qui sont courts, alors que l'autre, pas du tout. Enfin, tu vois, ça n'a rien à voir. En Euh, termes de cinématique, à part la. Après, en point de vue force et hypertrophie, je sais que la différence d'amplitude, et ça on le sait parce que c'est montré de plus en plus par les études, mais que tu fasses du half squat ou du deep squat, l'hypertrophie sur les quadriceps c'est la même. Hmm. Par contre, là où elle est supérieure, c'est sur les fessiers et sur le grand adducteur. Surtout les fessiers et le grand adducteur, mais le grand adducteur en particulier parce que lui, c'est quand tu es tout en bas du squat en flexion vraiment de hanche qui t'aide vraiment à sortir. Il Ouais. fait l'extension de la hanche, en plus d'être adducteur, il est extenseur de hanche. On dit que c'est un peu le quatrième ischio-jambier. Et il fait l'extension de la hanche, il te sert à sortir du bas de ton squat. Donc ouais, pour développer la force et ou l'hypertrophie sur fessier et grand adducteur, pourquoi pas. Euh, le deep squat, mais après le half squat, ouais, la question c'est... Enfin ouais, ça va, c'est half squat. Si on voulait être encore plus spécifique, comme tu disais, il faudrait faire un quart de squat. Ouais. Mais là encore, ouais, mais quart de squat, tu mets ultra lourd. Bah, Genre, ouais. qui va. Enfin, et ça, j'avais fait un post là-dessus à un moment, mais à moins d'être vraiment expérimenté dans le développement de la force, et malheureusement, je pense que souvent, les triathlètes, tout ça, ça doit pas trop être trop Ah non. le cas, parce qu'ils mettent, bah non, ils mettent tellement de volume déjà dans leur sport, entre le vélo, la natation et la course, que je veux dire, la prépa physique, c'est pas leur priorité, forcément, et même s'ils en font, ils n'ont pas une très 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 grande expérience du développement de la force non plus. Et je pense que du coup, quart de squat, si tu veux vraiment faire de la force dessus, vu l'amplitude, il va falloir quoi? Il faut que tu mettes 180, 200 kilos, même pour quelqu'un qui est pas très fort, il va quand même mettre des charges de fou. D'un point de vue logistique, c'est une galère, c'est peut-être un peu dangereux. Et surtout, on pourrait, pourquoi, si tu veux, tu pourrais aller plus vers la spécificité et dire tiens, bah ok, on va faire de la force max, mais du coup, on va faire de l'iso overcoming en unilatéral, à l'angle spécifique du Ouais. genou, machin, par rapport à la course à pied ou même pour le vélo. Et là, pour le coup, tu es sur des productions de force qui sont encore supérieures. Et pour revenir sur le pattern de course, moi je pense aux muscles. Et puis ça me fait penser, c'est justement la formation que je suivais là sur IKN, là, je te disais Integrated Kinetic Neurology, là, pour ceux que ça parle un peu. Ils parlent pas mal de muscles biarticulaires et le fait que justement ils ont un comportement plus isométrique. Du Bosch, ça. Ça c'était l'approche de Bosch aussi. C'était- Mais en gros, pour ceux que ça parle pas, les muscles biarticulaires, on a par exemple les mollets, on a les ischio-jambiers, on a le droit fémoral sur le membre inf. Bref, on a plusieurs muscles biarticulaires comme ça, que ce soit dans le membre sup ou le membre inf. Et en gros, l'idée c'est que vu que ces muscles-là, ils croisent deux articulations, en tout cas sur le pattern de course, en fait, le mouvement du genou et de la hanche sont opposés. Ce qui fait que par exemple les ischios, quand tu vas fléchir le genou, derrière tu vas fléchir la hanche avec, et du coup en fait les deux insertions, il n'y a pas trop de changement de longueur en fait au niveau des Ouais. ischios, parce qu'en fait tu vas raccourcir à un endroit et étendre de l'autre, et du coup tu vois, il y a plus un comportement isométrique. Et bref, ce que je voulais dire là-dessus, donc il y aura un comportement isométrique sur les muscles biarticulaires, et du coup puisque la spécificité de, de ces tissus dans la pratique sportive serait liée autour de l'isométrie, déjà, tu te dis, la force max pour la course à pied ou quoi, par exemple, en tout cas pour la course à pied, peut-être que ce serait plus pertinent d'orienter un travail de force max à l'angle spécifique, en unilatéral, en isométrie, tu vois. Donc on a plusieurs critères de spécificité. Le régime de contraction pour ces tissus-là, l'angulation et tout. Hmm. Enfin, Et ça, d'ailleurs, et c'est moins dangereux que de ouais, faire des demi-squats, des quarts de squat à 250 kilos, petite, quoi. ouais, petite note par rapport à la définition même de la spécificité, parce que c'est vrai que moi j'ai fait le raccourci sur la cinématique, mais et c'est Verkhochansky, encore le même, Ouais. qui parlait de Bah, il est là, tiens, correspondance, j'ai le bouquin là. correspondance dynamique. Et en gros, la correspondance dynamique, pour lui, c'était la définition de la spécificité. Et il n'y avait pas qu'un critère, c'était pas juste la forme du mouvement, c'était aussi la vitesse, c'était aussi les forces appliquées, c'était la cinématique, comment les articulations sont organisées. Et il y avait aussi différents critères. Mais en gros, être spécifique,
ça veut pas forcément dire un mouvement qui se ressemble, ça peut être aussi dans les vitesses, ça peut être aussi dans les forces, etc. Donc si par exemple on fait de l'isométrie overcoming ou de la pliométrie, peut-être qu'on va être éloigné de la pratique sportive, mais par contre on va avoir des temps de contact au sol qui seront spécifiques par rapport à la discipline. Donc généralement dans la plupart des mouvements, tu peux toujours trouver un truc qui ressemble un peu à la pratique sportive ou au mouvement sportif, mais il faut pas juste limiter la spécificité à la cinématique ou comment la personne elle bouge, quoi. D'ailleurs, tu vois des fois dans les salles de sport, quand ils commencent à essayer d'imiter le sport, là, je vois ça avec, je vois ça avec le swing là pour le golf. J'avais fait un Ou le dossier, shadowboxing avec genre les haltères. ils tirent des poulies et tout, mais en fait, effectivement, en termes de cinématique, ça ressemble, mais la vitesse c'est pas la même, genre les forces appliquées c'est pas la même. Enfin, Ouais, ça a aucun sens en fait. Donc, j'ai vu une vidéo. faut qu'on passe aux autres questions. Ouais, j'ai vu. Mais attends, vite fait, j'ai vu une vidéo. C'était genre une joueuse de tennis. Et genre, elle avait genre un espèce de gilet ou un truc. Et en gros, il y avait plein de mousquetons. Et genre, ça faisait comme des poulies, tu sais. Genre, il y a des câbles, un peu comme tu fais les exos à la poulie à la salle. Et genre, il y a des câbles de partout, en fait, un peu dans tous les sens. Et en fonction de chaque mouvement qu'elle fait avec sa raquette, là où elle se déplace et tout, ça la tire dans tous les sens. En gros, c'est censé surcharger tous les mouvements que tu fais. Genre en mode on va overload et on va développer des qualités mais en restant dans la spécificité parce que du coup t'es en intégré, t'es dans ton sport, tu vois. Mais du coup les gens se rendent pas compte que c'est pas du tout spécifique parce que tu Tu décoordonnes dénatures tout, ouais, complètement la coordination, le geste. Et ça, même si pour le coup je trouve que l'approche de Bosch, elle était... Faudrait que je relise son bouquin d'ailleurs parce que c'était déjà je l'avais trouvé intéressant mais très complexe à l'époque. Aujourd'hui on n'aurait peut-être pas le même regard mais je pense que je trouverais toujours aujourd'hui que c'est difficile à mettre en pratique son approche. Mais en tout cas, là où je pense qu'il avait raison, c'est qu'il voyait l'entraînement de la force comme un entraînement de la coordination, mais avec des charges. Et au final, la coordination, c'est hyper important, je pense. Et on se rend pas compte que en voulant reprendre la spécificité, mais en chargeant, en fait, on dénature. Déjà, des mouvements pliométriques où il y a des temps de contact au sol très courts, dès que tu charges, tu vas allonger et t'es plus pliométrique. Tu deviens excentrique, concentrique, c'est bon, t'es plus dans la... Ça sert à rien, tu vois. Enfin, en tout cas, on travaille plus les mêmes choses. Et là, pareil, bah, t'es dans la full spécificité, mais que tu veux. Ou genre lancer le javelot, mais avec 10 kilos, tu vois. C'est ouais, non mais c'est sûr, ouais. c'est pas pertinent, quoi. Question suivante, du coup. On va essayer d'accélérer. Toujours compliqué. Travailler force et vitesse de manière dissociée, plus optimale pour la puissance. Euh, donc là, je pourrais pas dire le nom de la personne parce qu'il y a des chiffres et des lettres en même temps. Donc désolé. Mais donc là, en fait, l'idée c'est de se dire, bah, est-ce que on fait du contraste de charge dans la séance? Enfin, j'imagine, en tout cas, moi je vois ça comme ça, c'est-à-dire d'abord je fais la force et après, plus loin dans la séance, je fais la vitesse. Ou alors je combine les deux, c'est-à-dire je fais mon exo de force, puis après je combine par un exo de vitesse avec une vitesse plus importante et souvent délestée. Donc ça d'ailleurs c'est une méthode qu'on a utilisée dans Plio Pro parce que c'est des stratégies qui sont assez classiques, c'est des stratégies de contraste ou French contrast. Donc c'est essayer de contraster un exercice très lourd pardon, avec un exercice très léger. Donc d'abord ton avis et après je donnerai le mien. Je pense que tu seras peut-être plus à même de fournir une réponse. Après, moi, au premier abord, je me dis. Déjà, ça dépend de. À chaque fois, je me dis, les stratégies qu'on va utiliser euh, en pratique, il faut qu'elles découlent forcément d'une analyse, d'une évaluation d'un truc. Je veux dire, il faut qu'on ait évalué des besoins, etc. Donc là, est-ce que. Attends, je reprends la question. Travailler de manière Travailler dissociée. force et vitesse de manière dissociée, plus optimale pour la puissance. Euh, Faut déjà évaluer le profil force-vitesse, je pense. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Ouais, Parce que pourquoi déjà, pas, si tu ouais. cherches à développer ta puissance, ça veut dire que enfin, tu évalues ton profil force-vitesse plus ou moins pour savoir si tu as besoin plus de force ou plus de vitesse, ou est-ce que tu es bien équilibré et du coup Pour faire tu les vas deux. travailler autour de la puissance max. Enfin voilà, les stratégies peuvent découler un peu de cette évaluation-là. Ça va dépendre de ça. Est-ce que par exemple quelqu'un qui a pour optimiser sa puissance max, parce qu'on le rappelle, la puissance c'est le produit de la force et de la vitesse. Si tu manques de force, bah, les stratégies vont pas être les mêmes que si tu manques de vitesse. Je pense que déjà, si tu as un profil où tu manques de force, bah, tu vas peut-être mettre plus l'accent là-dessus. Euh, Plutôt, enfin, tu vois, de manière dissociée, je reprends la question, mais ouais, je pense que. Ouais, de manière dissociée, ouais, je Ok, pense. ouais.
Parce que si tu fais pas de façon, enfin comment dire, si tu fais pas si tu fais les deux en même temps, ça veut dire que tu fais de la puissance en fait. Si tu fais force et vitesse en même temps, si on parle dans le même exo, tu fais de la puissance, mais tout le monde n'a pas forcément besoin de travailler à Pmax. Tu peux, enfin, si t'as un gros déficit de force, tu vas peut-être plutôt travailler sur des charges lourdes à plus basse vitesse pour redévelopper ta force. Et genre combiner les deux à l'intérieur, genre enchaîner 2 exercices par exemple. Ouais, là-dessus, j'aurais tendance à me dire. Est-ce que tu sous-développes pas En la fait, vitesse? en fait, je me dis, j'aurais tendance à faire la vitesse en premier. Bah moi j'ai changé mon point de vue là-dessus aussi, ouais. Alors, en fait, je me dis, si tu fais lourd et que tu fais une stratégie de French contrast derrière, je me dis que le travail de force que tu fais, il faut. Parce on se rappelle, hein, parce que petit aparté encore, mais on en parlait dans les premiers podcasts. On parlait de, tu sais, de l'échec, l'hypertrophie, de la force max. Et ça me fait repenser encore une fois, parce que ce papier, il est hyper important. Mais la méta-analyse là, qui est sortie en mai 2023 là, de Robinson et Hall là, sur l'hypertrophie, la force et la proximité de l'échec. Et là aussi, c'est important pour le coup, parce que c'était important pour l'hypertrophie, mais pour la force max, il semblerait que non. Et du coup, il y a deux approches pour la force max. Il y a celle où on va chercher à développer la force max par l'hypertrophie en étant plus proche de l'échec. Et il y a celle où on va la développer avec de la réserve. On se laisse pas mal de reps en réserve et on reste à être plus frais et à garder plus de vitesse sur nos mouvements. Mais du coup, on développe la force max plutôt par le RFD, par le taux de développement de la force, par l'explosivité entre guillemets. Donc il y a ces deux approches là. Je me dis, si on cherche à enchaîner force max et vitesse, ça veut dire qu'on va chercher à être plutôt sur l'approche RFD de mon point de vue, parce qu'il y aura une potentiation et du coup on va pas fatiguer on va pas générer trop de perte de vitesse et de fatigue qui derrière sera délétère pour l'exo de vitesse juste derrière. Tu vois ce que je veux dire? Mais après tu pourrais te dire l'inverse. Tu pourrais te dire en fait utiliser des grosses charges en préactivation, on va dire, pourrait diminuer la qualité parce que tu auras déjà recruté par exemple des unités motrices qui vont être utiles pour ton RFD sur Ouais, mais si l'exercice tu à utilises haute des charge. grosses charges avec beaucoup de réserves, ou en gros tu restes sur une approche force max par le RFD, du coup tu génères peu de perte de vitesse malgré que ce soit lourd. Enfin, tu vois, Ouais. ce sera. Non, mais si on prend des extrêmes, si tu dis, tiens, je fais une série très simple, on fait un squat, on enchaîne avec, je sais pas moi, des sauts délestés, avec élastique. Bon, gros contraste quand même entre les deux. Ouais. Admettons, tu fais 3 reps à l'échec, je sais pas, un peu plus au-dessus de 90% en RM pour que ça passe à tout le monde sur du squat. Tu vas à l'échec là-dessus et t'enchaînes derrière sur des sauts délestés. Je pense qu'il y aura un effet plus délétère le fait d'être allé à l'échec sur les squats juste avant, plutôt que de dire ok, je suis à 90%, mais je fais juste une rep, donc je laisse de la réserve, ou je suis moins lourd que 90%, mais je fais quand même mes 3 reps, mais du coup pas à 90, mais peut-être à 80. Tu vois ce que je veux dire? Genre en gros, je laisse 4-5 reps de réserve et je garde de la vitesse sur ma charge qui est quand même lourde, ce qui fait que j'ai un effet potentiation, mais je développe quand même ma force avec, parce que encore une fois, ça a été montré, mais dans la méta-analyse, il y avait une courbe là. Pour l'hypertrophie, c'était assez exponentiel quand on s'approchait de l'échec, mais là, pour la force, c'était Ouais, c'était un plat. plateau, ouais. C'était assez plat, et en fait, tu pouvais laisser 8 reps en réserve, tu développais la même force que si tu Ouais. te laissais à l'échec. C'est impressionnant, ça d'ailleurs. Bon, C'est après, bon, ça reste un nuage de points, il y a de la c'est bon, variabilité, mais ouais, donc au final, si tu te laisses quand même beaucoup de réserve, tu développes quand même ta force max. Donc, j'aurais tendance à me dire, tu as une approche où tu génères le moins de fatigue pour enchaîner derrière sur le truc vitesse, ou sinon, tu commences par le truc vitesse, comme ça, t'es frais. C'est compliqué. Après, il y a aussi, si on veut ressortir un peu, mais il y a aussi le côté pratique du French Contrast. J'ai envie de dire, tu fais pour un athlète qui n'a pas énormément de temps, Pour gagner du temps, ouais. tu combines. Aussi d'un point de vue adhérence, je sais que les athlètes ils aiment bien ça, tu vois. Ils aiment bien parce qu'ils enchaînent 2 exercices. Ils ont l'impression que ça va vraiment aider leur second exercice. Alors. Mais sinon, pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas faire la vitesse directe quand t'es frais, et derrière, pour la force, tu fais des clusters. Tu vois, ça prend pas de temps de faire des clusters non plus, ça va vite. Après, il y a Bah ouais. plusieurs approches. Bah, ouais. Et puis une chose, peut-être une chose à noter par rapport à ça, c'est que par rapport au profil force-vitesse, mais c'est pas parce que tu développes ton côté faible du profil force-vitesse que ça va forcément augmenter ta puissance. Ouais. Ça veut dire que tu peux évaluer. Ça, c'est ce Moi, qu'on et moi, pensait je l'ai avant. déjà fait plein de fois. Ouais. Tu peux avoir un profil force-vitesse qui te dit de travailler sur la vitesse, tu travailles sur la vitesse et ton athlète il perd en puissance. Oui. Et généralement, tu as quand même plus de marge de manœuvre sur le développement de la force que de la vitesse. Parce que naturellement, il y a des athlètes qui sont bons en vitesse en fait.
Et c'est dur, je trouve que c'est dur à augmenter cette qualité-là, alors que la force. Je sais pas, je crois que c'est JB Morin, j'avais vu une vidéo là récemment de lui là, qui est sur YouTube, je sais plus, il y avait un mec qui avait fait une vidéo avec lui, c'était très bien expliqué, d'ailleurs assez pédagogique. Mais bon, En même temps, c'est lui qui c'est le qui a papa. travaillé là-dessus avec Sam Osino et tout. Euh, mais ouais, en fait, il disait, parce que ça c'est un peu le piège, je pense, mais si t'as un profil orienté force, tu te dis tiens, je vais travailler full force. Mais du coup, si tu vas perdre ta vitesse, enfin, tu vas perdre le côté. Si derrière tu régresses en vitesse, du coup, tu vas peut-être avoir augmenté la force, mais si tu régresses en vitesse, du coup, ta puissance, soit alors elle sera restée la même, tu auras peut-être une courbe plus optimale, mais elle sera restée la même, ou alors ça aura diminué. Donc, ouais, je crois qu'il disait qu'il fallait en gros faire 2 tiers sur le truc faible Ouais. et 1 tiers sur le reste Mm. pour maintenir en Mais de termes de toute volume. façon, dans les protocoles, j'en ai même parlé à Sam Osino, mais même dans les protocoles, de toute façon, ils utilisent une approche qui est combinée, mais juste ils mettent le focus Sur, un, sur la portion assez faible, quoi. sur La la portion portion à assez faible. développer, mais tout en maintenant le reste, parce que sinon ça sert à rien. C'est vrai que bah, si force et vitesse, Mm. tu diminues la vitesse pour augmenter la force, au final, ce qui compte c'est l'output à la fin, c'est la puissance que tu arrives à générer. Quoi. Si tu as travaillé ton côté faible pour au final perdre en puissance quand même, pas très Ouais. utile. Mais enfin bon, on s'écarte un peu du sujet. Donc quoi, travailler force et vitesse de manière dissociée. Les deux ont du sens, je pense. Les deux peuvent avoir du sens, mais si tu les Contexte. dissocies, il faut faire la vitesse d'abord. Voilà. Si on pouvait donner Voilà. Ou alors une force façon simple. max, mais loin de l'échec. Quoi. Ouais. Pour peut-être être plus en mode potentiation. Mais encore, même là, je crois que je pense qu'il y a un effet délétère quand même. Il y a Ouais. quand même une fatigue générée. Donc, ouais, vitesse en premier, j'aurais tendance à me dire. Et puis, si c'est le problème de temps, en mode ouais, les temps de récup, c'est long. Et puis derrière, la force max, c'est long les temps de récup. Il y a des méthodes, quoi. Mm. Ouais. Il y a des méthodes. Question d'après. Des suggestions de bons livres. Il C'est y en assez a. large. J'en ai noté, moi. J'ai préparé, hein. J'ai triché, mais j'ai préparé. Ça dépend encore une fois, parce que je sais que nous, on parle de différents sujets. Évidemment, si on reste vraiment sur les sciences du sport, parce qu'il y a souvent on nous demande les bouquins, mais il y a plusieurs choses. Il y a les sciences du sport, mais il y a aussi des fois tout ce qui est marketing, Mais ça, on en parlera sur entrepreneuriat, un mindset. prochain. On en parlera plus tard éventuellement. Ouais, mais si on reste sur les sciences du sport, moi j'ai noté plusieurs bouquins qui sont quand même très intéressants. C'est pas du tout exhaustif. Des bouquins, on en a lu beaucoup plus que ça. C'est pas du tout pour se vanter, mais je veux Je dire, connais même pas les titres. Ouais. on en a lu tellement. Après, il y en a plein que tu retiens pas ou qui sont pas extraordinaires, qui sont bon, qui ont des bonnes choses, mais il y en a quand même qui sont meilleurs que d'autres, qui sont des ouvrages de référence, des gros trucs que des fois tu liras jamais en entier parce que laisse tomber. Mm. Je vais en parler, mais j'avais noté A Guide to Better Movement. Alors il y a beaucoup de bouquins, c'est pas en français. Hein. Malheureusement, il y a plein de trucs. La La plupart. plupart, les meilleurs, c'est pas des livres français, surtout pour la prépa physique. Ouais, A Guide to Better Movement, ça j'ai trouvé ça très intéressant comme bouquin. On mettra à chaque fois les images ou on mettra les trucs en description, bref, pour que tu puisses avoir accès directement. Mais c'est un bouquin ouais, intéressant qui parle de mouvement, qui parle de contrôle moteur, qui parle des sciences de la douleur, etc. Vraiment intéressant, d'ailleurs, il faut que je le relise. Euh, assez intéressant. Pour la mise en pratique, peut-être moins, mais ça permet de comprendre beaucoup de choses. Après, un gros bouquin que j'aime, et des fois je me plonge un peu dedans vite fait pour récupérer des éléments, mais trucs de base en médecine, admettons. Hein. Si pour ceux qui font médecine, ça parlera plus, mais même pour ceux qui font kiné ou STAPS, même en STAPS, moi je me souviens, j'étais à la BU, je feuilletais ça. Fallait être spécial pour faire ça quand même. Anatomie et physiologie humaine de Marieb, un truc de 1000 pages là. Moi, j'avais le grès. Le grès, ouais. Le Ouais. grès Le truc d'anatomie. en médecine, ouais, ils Ouais. nous donnaient le grès. Et ça, c'est costaud, Mais hein. pour le coup, celui-là, le Marieb, c'est moins anat, c'est plus, c'est vraiment physio quoi. Genre, t'as tous les systèmes, Mm. système immunitaire, le sang, le machin. Enfin, Ouais, c'est t'as bien. tous les Ouais. systèmes musculo-squelettiques et tout, et ça va vraiment dans tous les détails histologiques, physiologie, biomécanique, tout. Non, c'est bien, mais c'est un gros bouquin de 1200 pages quoi. Tu vois, c'est un dictionnaire le truc. Enfin, c'est pas un dictionnaire, c'est une encyclopédie le truc. Donc, il y a vraiment c'est le genre de truc, tu vas dans le sommaire et tu vas dans les parties qui t'intéressent par rapport à ce sur quoi tu travailles à l'instant T. Mais c'est vraiment une bonne ressource. On apprend toujours en fait. Après, il y a pour être plus spécifique, en prépa physique, le bouquin, là je l'ai pas là, il est là-haut, mais le bouquin d'Emmanuel Lejar sur la force.
C'est un peu outdated, hein. C'est un bouquin de 2005, je crois. Il y a des trucs, ça, c'est plus très vrai aujourd'hui. Genre, quand il te parle de. On en pourra en reparler, mais quand il parle de 10x10, tu vois, pour l'hypertrophie. Bon, le German Volume Training, là, ça, c'était les vieux trucs. Mais non, vraiment un bon bouquin aussi, surtout pour l'époque. En 2005, c'était une approche, je pense que les gens comprenaient rien en lisant ça. Déjà, un bouquin avec plein de références scientifiques en 2005, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Mais il était ouais, super bien écrit. Super bien écrit, très intéressant. Beaucoup de choses qui sont encore valables aujourd'hui, 18 ans après. Et je me replonge dedans et c'est vraiment intéressant. Après, il y a des bouquins un peu intemporels comme ça, Strength and Power in Sport de Comey. Massif aussi, lui. Ouais, bah, il est pas très. Enfin, en fait, il fait genre 200-300 pages, je sais plus, mais en fait, c'est écrit comme des articles scientifiques, chaque chapitre. Mais ça, c'est hyper intéressant aussi du point de vue bioméca, physio. Bah, surtout Comey, c'est un chercheur qui est, Ouais, qui est connu. super Hein. bien reconnu. Ouais. D'ailleurs, Et... je recommande vraiment ce bouquin au global, mais c'est vrai que ça nous a servi quand on travaillait sur la pliométrie, ouais, le bouquin le chapitre sur le stretch shortening cycle, là, le cycle étirement raccourcissement, il y a un chapitre sur le tendon aussi qui est il est génial. Vraiment très très bon Comey. Surtout pour un vieux livre comme ça qui a 30 ans. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui sont là-dedans, que des connaissances qui aujourd'hui on a depuis longtemps pour le coup du point de vue de la recherche, mais qui sont pas démocratisées même encore aujourd'hui et, même des fois des trucs de base, c'est quoi un tendon, tu sais du point de vue de, tu sais, le tropocollagène, au point de vue microscopique, des trucs, tu apprends des choses des vieilles ressources, quoi. Et non, vraiment très intéressant, très poussé, et en anglais, faut s'accrocher pour lire ça, mais si ça t'intéresse, c'est vraiment une bonne ressource. Special Strength Training, je crois que je l'ai là. Le bouquin, c'est de Yuri Verkhoshansky et sa fille Nathalie, je crois Natalia Verkhoshansky. C'est un GOAT. Hein. C'est l'un des premiers. C'était le père de la pliométrie. Il y en a un je sais plus, il y a quelqu'un qui m'avait dit que c'était pas le père de la pliométrie, que c'en était un avant, machin. Ouais, enfin, c'est celui qui a popularisé, on va dire ça, et qui était un préparateur physique chez les soviets à l'époque de l'URSS et qui a une très grosse influence dans le domaine de la prépa physique. Donc ça, c'est un vieux livre, mais encore important aujourd'hui avec beaucoup de choses qui sont encore actuelles. Donc très bon livre. Entraînement de la force et de la coordination de France Bosch, je l'ai mis. Très complexe aussi, mais là, pour la mise en pratique, c'est plus compliqué, mais d'un point de vue théorique et conceptuel, ça permet quand même de comprendre des trucs en bioméca, en physio, qui sont quand même très poussés, sur l'analyse de la spécificité, sur plein de choses. Ouais, puis même par rapport au régime de contraction, tu vois, il a mis des trucs en place qui sont... Sur la remise en question des modèles de planification, tout ça. Ah ouais, non, c'est... J'ai pas noté, tiens, je vais en parler parce que ça me vient en tête. Mais les bouquins, et d'ailleurs je suis dégoûté parce que je voulais les retrouver l'autre fois, mais les livres de Michel Dufour, je crois qu'il s'appelle. Alors je sais que c'est confus, j'étais confus aussi parce qu'en fait Dufour c'est des bouquins de bioméca. Mais de toute façon tout ce qui est bioméca, je sais de quoi je parle, c'est vite complexe, quoi. Ouais, mais il y a les bouquins de Dufour de bioméca, c'est purement de la biomécanique, c'est genre les bouquins que t'as dans les BU, biomécanique du membre sup, du membre brave, tout ça. Mais non, là quand je parle des livres de Michel Dufour, c'était l'athlète et la gazelle, le machin, le léopard. Okay, je me souviens de ça. Excellent ces livres, le puzzle de la performance et tout, je sais plus quoi. Il y en avait 4, je me souviens, il y en avait 4. Énormes en plus. Attends, c'était quoi? C'était les diamants neuromusculaires, le premier, je crois. Et tu sais quoi? C'était à la fac, ça. Mais c'est non, mais ils étaient incroyables ces livres. Franchement, ils étaient incroyables, donc je les recommande vraiment. Moi, je sais que ça m'avait retourné le cerveau et c'est plutôt vraiment bien écrit, une approche très intéressante avec beaucoup de refs et tout. Enfin, vraiment, je vais m'y replonger dedans, je crois. Mais aujourd'hui, je crois que tu peux les avoir que en Kindle, enfin que en version. Ouais, ça c'est chiant. Ça c'est chiant. J'aurais bien aimé avoir les. Et c'est juste out of stock. Hein. C'est même pas, vas-y, le bouquin il coûte 100 balles. C'est juste, tu peux pas l'avoir. Donc dégoûté. Mais vraiment, les 4 livres là, exceptionnels. Je les recommande. J'ai noté aussi, là c'est plus orienté du coup, réathlétisation, tout ça. Réhab, Injuries. Donc le tome 1 du Bruckner et Kahn. On mettra encore les images, les trucs si ça parle pas. Gros bouquin aussi de plus de 1000 pages. Encore une fois, tu te plonges dans des chapitres spécifiques. Tu vas. Voilà, à moins que tu sois en médecine du sport ou dans des trucs, tu vas pas lire en entier. Et puis après, j'ai marqué surtout la littérature scientifique, quoi. Sur PubMed, ResearchGate, Google Scholar, tout ça. Faut vraiment s'y mettre, quoi. Parce que même des fois, moi, j'ai des questions. Là, pas plus hier, j'ai eu un mail
de quelqu'un qui voulait de la littérature sur, je crois que c'était du triathlon en sprint, la distribution des intensités ou quoi. Mais vraiment se forcer à aller sur les moteurs de recherche, Google Scholar, puis mettre Google Scholar, je trouve que c'est bien parce que ça permet d'avoir toutes les plateformes de recherche et de se forcer à essayer de mettre des mots-clés et d'aller chercher, d'aller chercher. Et au début, c'est compliqué, mais après, on s'y fait, on a les bons mots-clés, et puis on arrive à aller vite dans les Puis recherches. surtout, ouais, même si tu mets un mot-clé hyper large, tu vois, je sais pas, tu vas en apprendre sur les tendons, tu mets tendon training. Bon, déjà, si tu parles pas anglais, c'est sûr que ça va être la merde. Mais si tu mets tendon training ou Adaptation, tendon ouais. adaptation, ou tu vois, en fait, souvent, plus tu lis la littérature, plus tu te rends compte que c'est les mêmes mots qui reviennent. Enfin, Bah le, non, mais le c'est langage sûr. n'est pas ultra compliqué. Et du coup, tu commences à assimiler un peu le vocabulaire et t'es juste à ressortir des mots comme ça. Et après, bah, quand t'accèdes à un papier, tu vas au bout du papier, t'as je sais pas combien de références dans le Ouais, papier, et là, t'as d'autres références. Donc après, tu copies-colles bah oui. par exemple, je sais pas, t'as 100 références bibliographiques dans le papier, t'en prends une où le titre t'intéresse, tu copies-colles, tu retournes sur Scholar, tu la colles. Des fois, il n'y a pas accès. Donc, Ouais. faut passer par des méthodes. Des Voilà. soviets. On n'en parlera pas, voilà, mais bon, c'est assez connu. Donc, pour avoir accès quand même, parce que c'est sûr qu'il faut payer l'article à 50 balles à chaque fois, tu t'en sors jamais. Hmm. Mais, euh, mais ouais, honnêtement, il n'y a plus trop d'excuses aujourd'hui pour trouver. Limite, il n'y a juste pas le temps en fait de lire les articles, mais pour trouver des articles, c'est pas compliqué quoi. Ouais, ouais, C'est-à-dire, non, puis c'est. Après, voilà, faut avoir un peu de bon sens. Et des fois, moi, par exemple, j'ouvre des PDF avec des thèses. Je vais pas m'amuser à lire toute la thèse. Donc là, je fais comme tout le monde, je fais CTRL-F pour aller chercher un mot clé qui m'intéresse. ouais. Je vais voir le paragraphe qui en parle, et puis après, j'ai une référence, puis je vais voir la référence. En fait, c'est pas mal de fil en aiguille, j'ai l'impression. Puis on en parlera dans un prochain podcast aussi, mais on utilise des outils nous aussi Ouais, ouais, pour accélérer, mais pour de gagner base, du je pense temps. que c'est important d'être capable de galérer un peu à trouver des articles scientifiques pour vraiment avoir cette méthodologie un peu, d'être capable d'aller rechercher, et tu deviens de plus en plus efficace, quoi. Clairement, tu deviens de Puis plus en surtout plus quand tu efficace. mets des mots-clés assez larges, souvent tu vas tomber sur les papiers les plus cités, les plus Les influents et méta, tout. ouais, les trucs comme ça. Les méta, tout ça. Et en fait, ça va te permettre d'avoir un spectre assez large. Et après, si tu lis vraiment les articles, déjà tu vas avoir un peu plus de connaissances sur le sujet. Et derrière, Hmm. si tu comprends un peu mieux de quoi tu parles, bah forcément, tu vas être meilleur pour faire des recherches. Puis tu vas Et commencer à te familiariser avec les auteurs, tu sais. Par exemple, les tendons, tu ouais. vas avoir du Comey, tu vas avoir du Magnusson, tu vas avoir du Barr, tu vas avoir du... Et Keith à la Barr fin, et tu vas Bonnie dire, mais je les Rio, connais, Jill je Cook, je les Craig connais. Purdam. Ouais, ça nous parle parce qu'on a tellement passé de temps sur la littérature, sur les Ouais, sur tendons, les que tendons. à la fin, ça te parle. Mais ouais, c'est un peu l'idée. Au-delà des bouquins de vulgarisation, ce qui est très bien quand même, c'est la littérature aussi, parce que c'est, tu vois, si je prends tu vois, Schoenfeld pour l'hypertrophie. Schoenfeld qui fait énormément d'études sur l'hypertrophie, il n'y a pas que lui bien sûr, mais c'est quand même un grand nom dans la littérature sur l'hypertrophie musculaire. Il a fait un bouquin justement pour un peu synthétiser la recherche et tout. Je l'ai lu son livre. Après, honnêtement, il y a des trucs qui sont déjà plus valables. Genre, le bouquin est je crois, 2017. Hmm. Ah, Mais le du temps de coup, récolter et de faire la rédaction du livre, en fait, tu perds 5 6 ans des fois. je vais prendre, ouais, Et... je vais prendre un exemple. Dans le bouquin, il pouvait te dire, ouais, ce qui est important pour l'hypertrophie, c'est le volume. Bon, c'est Ouais, remis lui, en question. c'est le Maintenant, buzz. voilà, tu peux faire moins de volume et aller à l'échec, tu auras les mêmes gains. À une époque, il y a une époque, on pouvait, alors c'est pas à l'époque de son livre, mais on pouvait dire oui, l'hypertrophie, tu la fais pas à toutes les reps, alors que maintenant, c'est très bien que tu peux faire du moment que tu vas à l'échec, quels que soient les reps que tu fais. Voilà. Il pouvait dire, enfin, je sais plus, il y avait une méta-analyse justement de Schoenfeld qui était sortie. C'était en mode ouais. Il faut s'entraîner, c'est mieux de s'entraîner 2 ou 3 fois dans la semaine à volume égal plutôt que une. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Du moment que tu Ouais. vois. Donc, il y a des trucs qui sont plus valables aujourd'hui. Donc, pour être vraiment à jour, faut pas attendre les bouquins de vulgarisation parce que généralement, c'est les auteurs, Ouais, mais ouais, c'est impossible. Ah ils ouais. essaient de faire une synthèse de ce qui s'est passé les dernières années, mais après, quand tu lis le bouquin, t'es déjà en retard en fait. Donc bon, après, faut être passionné quoi. Ouais. Donc Bon, voilà un peu pour les livres. autre question. On va y arriver. T'as fait quoi comme étude? Ah ouais. Alors, Ça, alors, j'en ai marre de cette question. ouais, cette question, je vais la mettre là, comme ça, à chaque fois que j'aurai une question-réponse, On renverra vers là. ouais, je le renverrai sur ce podcast-là. Bah, moi, je vais commencer pour le coup. J'ai fait
une première année de médecine, je tiens à le préciser. On va dire qu'on a fait après une Ouais. partie du cursus Ouais, c'est ensemble. ça. Donc je fais une première année de médecine qui était un bel échec. Voilà. Et ensuite, réorientation en STAPS, j'ai fait une licence, entraînement sportif. Et puis après, On a donc, fait ensemble ouais, à Orléans. on l'a fait ensemble à Orléans. Et ensuite, on a fait le même master à Lyon, Ouais, en pareil ensemble. préparation physique et en entraînement. Et puis, moi, j'ai pris une portion recherche, toi, t'avais pris une portion un peu plus terrain. Et puis, comme je m'ennuyais à la fin de mon master, je me suis dit que j'allais en refaire un autre. Donc, j'en ai refait un autre, plutôt en ingénierie, en data, etc. Et puis voilà. Donc, Ouais, en donc gros, toi, c'est t'as ça, fait une licence et deux masters. voilà, licence de master après la médecine. Moi, Ouais. j'ai juste fait licence et master. Mm. Toi, c'est vrai que t'es reparti sur un master. Moi, j'ai arrêté direct. Après, enfin, vu que j'ai lancé l'entreprise pendant le master. Voilà, donc après, on s'est développé un point de vue entrepreneurial. Mais ouais, sinon, après, ça a été surtout beaucoup de formation en dehors, quoi. Bah ouais, puis surtout, enfin, une mise en pratique en parallèle de l'université, je pense. Parce Surtout, qu'en fait, c'est au-delà de répondre à cette question, parce qu'on répond, tu sais, il y a la question, vous avez fait quoi comme étude? On répond. Mais en fait, c'est, est-ce que ça vous a c'est- permis de faire ce que vous faites en fait, maintenant? c'est j'interprète cette question en fait, parce que je me dis en fait, les gens s'ils veulent savoir quelles études ils ont fait, quelles études on a fait, c'est parce qu'ils doivent se dire, tiens, si je fais les mêmes Mm. études, j'arriverai peut-être au même niveau de connaissance, tu vois. Alors, c'est pas du tout pour dire, c'est pas du tout pour faire le mec, hein, absolument pas. Mais j'attribuerais honnêtement nos compétences qu'on a aujourd'hui, même si ça a été un socle fondamental, et je vais pas dire aux gens faites pas d'études, etc., hein, mais je dirais que c'est quand même été peut-être 10-15%, quoi. Enfin, de mon point de vue, je sais pas, mais Mm. ce que je fais, par rapport à tout ce que je fais aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui, vu on travaille pas mal sur les réseaux sociaux, etc., voilà, c'est clairement pas du tout la fac qui nous a appris ça. Ouais, non. En tout cas, nous, notre point de vue entrepreneurial de ce qu'on fait, parce que en fait, la fac nous apprenait à bosser pour quelqu'un déjà et à rentrer dans une structure. Enfin, c'était le but. C'est pour ça que j'ai fait recherche, hein, je voulais pas. Voilà, ou alors continuer en recherche, doctorat, Ouais. etc. pour éventuellement travailler dans un labo mais c'était pas là nous ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas la fac qui nous l'a appris. Donc il y a eu beaucoup d'autodidactes et ouais, énormément de enfin je veux dire à la fac quand tu as 15 heures de cours par semaine, c'est pas ça qui va t'emmener loin, il faut beaucoup bosser en dehors quoi. Ouais. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui se posent la question, qui doivent se dire ah oui, mais quelles études ils ont fait pour éventuellement être comme eux parce que je sais qu'il y a des étudiants qui nous écoutent. Euh, non, non, ça demande vraiment de. En fait, Faut, ce qui est faut... bien, aussi, ce qui est bien, c'est de se dire, si je vais à l'université, en tout cas pour les études de STAPS, et après je généralise pas, mais ça te laisse quand même plein de temps et c'est quand même pas très compliqué. Je dis ça comme ça, c'est Si tu peut-être un bosses, peu ouais. cash, mais si franchement, enfin, pour être passé par une première année de médecine, je sais ce que c'est que de travailler beaucoup. Ouais. Et quand tu viens en STAPS, tu as quand même du temps, tu peux bien travailler, etc. Mais du coup, c'est aussi l'opportunité de faire des trucs en parallèle, de s'investir, voilà, Non, franchement, tu te ouais. fais chier. Non, mais soyons clairs. Non. Non, non, mais je veux dire, t'as tellement rien à faire que les gens ils font des soirées toutes les semaines Ouais, et ils après, font c'est une les, ils question font de les savoir, trucs à hein. la dernière minute. Enfin, voilà. Mais c'est pas une prépa ou médecine, quoi. Hein, Non, mais c'est ouais, en gros, t'as tranquille. un statut qui est avantageux pour justement commencer à faire des choses à côté, quoi. Ouais. Ça, c'est Et, vraiment bien. Mais faut vraiment pas prendre le temps libre en mode je joue à la console ou. Enfin, en fait, ça dépend ce que tu veux faire dans ta vie, et mais. surtout que dans cette filière-là, là, qui est le sport ou les sciences du sport, franchement, la porte de sortie, Elle est compliquée. elle est Elle est compliquée. compliquée, faut se battre. Et puis, ouais, voilà, c'est vraiment la réalité. Alors, je pense que tu peux trouver, hein, mais après, faut nuancer ça par rapport au confort de vie que ça va te procurer, etc. Et du coup, faut vraiment bien se débrouiller. Et puis, je pense commencer tôt, quoi. Donc les études, c'est bien. Ce que tu fais à côté, c'est aussi bien. Après, ça dépend du degré d'ambition, de ce que. Ouais, Mais ouais, faut savoir à quoi s'attendre, quoi. Parce que le marché est de plus en plus large, il y a de plus en plus d'offres, de plus en plus de coachs. Chaque année, il y a des tas de gens qui sortent de. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, avoir un master, on s'écarte un peu du sujet, mais avoir un master maintenant, c'est normal. Donc, je veux dire, admettons, dans puis un dans notre STAPS, domaine, hein, parce qu'en regarde, sciences du sport, déjà, tout le monde prends s'en fout. l'exemple. Nous, notre master de Lyon, tu sors, t'es 80 diplômés, admettons, je crois que c'était un truc comme ça, à l'année. Tu prends tous les masters, le même master que nous, EOPS, machin là.
Enfin, je crois que c'est EOPS, hein, le truc en commun, c'était. Nous, c'était un parcours spécifique, parce que c'était à Lyon, mais bref. Tu prends tous les masters, s'il y a 80 diplômés par année, par master, qui se retrouvent sur le marché, et tous les ans comme ça, des nouveaux, en réalité, le marché suit pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autant d'offres qu'il y a de nouveaux diplômés, tu vois. Donc, c'est de plus en plus compliqué. Et ouais, t'es obligé de te différencier pour vivre, quoi. Sinon, tu galères. Et ouais, quand tu sors avec un master et que tu gagnes 1000 balles, voilà. Donc, Sur faut se un battre, hein. job Si vous qui est même citez pas stable. étudiant, si tu nous écoutes, faut se battre. Et il Mais faut, c'est pas impossible. tu vois, les bouquins, les lectures qu'on a données, tout ça, c'est important de lire. Évidemment, faut pas être que dans la théorie. C'est bien d'appliquer, de chercher à appliquer sur soi et sur son entourage proche, de travailler gratuitement pour aller chercher les gens, etc. Euh, et, et, euh, et d'appliquer au maximum ce qu'on apprend. Je pense qu'il faut tout le temps être dans cette boucle-là. On l'est encore aujourd'hui, hein. Mm. On apprend, on applique, on apprend, on applique, on apprend, on applique. Donc voilà. Pour répondre à cette question sur les études, parce que on sait ce que ça veut dire derrière, mais c'est pas, voilà, on attribue quand même relativement peu de ce qu'on est, dans ce qu'on devient aujourd'hui et de ce qu'on fait à ça, quoi. Même si ça a été important, bien sûr, ça a été un socle, mais voilà. Je crois qu'on va avoir trop de questions, on va pas pouvoir tout faire aujourd'hui, hein. Je sais pas combien de temps ça fait qu'on tourne là, ça doit faire presque une heure. On va prendre les. On va continuer d'être 2-3 questions et puis Ouais, on va on va essayer d'aller éviter que ça vite, dure ouais. 2 heures, quoi. Ouais. Alors, vous parlez d'isométrie yielding et overcoming, mais peu de la suite. Parle-nous des autres modalités, ISO switch, ISO catch. Donc ça, c'est une question de Kamura, je crois. Euh, alors, ISO switch, ISO catch, juste pour donner une définition, ISO switch, en gros, ça va être le fait de, de passer d'une jambe contralatérale à ipsilatérale. Donc, imaginons, on est sur une position de bridge, tu vois. Mm. Et en gros, tu vas passer de la jambe droite à la jambe droite. Ouais, t'as Ah, une composante excentrique rapide voilà, et tu bloques. c'est ce que j'allais dire. Donc, en gros, c'est le fait de switcher, donc de changer de côté. Et pour l'ISO catch, en gros, c'est à peu près la même chose, mais ça va être le fait de ralentir rapidement. En fait, on pourrait associer ça à un drop jump où tu arrives et tu vas essayer de catcher, c'est-à-dire tu vas essayer de te rattraper. Donc, dans les Mais deux cas, c'est un peu la même chose. alors c'est pour ça que la question, donc, en gros, pour moi, on parle, on dit souvent, je vais pas réussir à parler. Euh, Moi, j'utilise yielding et overcoming parce que ça peut tout regrouper. Et après, les modalités ISO switch et ISO catch, pour moi, ça va être de l'excentrique rapide en fait. Ça va être une composante d'excentrique rapide où tu vas essayer de décélérer très rapidement. Et donc, pour moi, c'est un peu peut-être du drop and catch par exemple, ou de l'impulse. Ouais. De l'impulse, on en a parlé dans Plio Pro encore une fois. Dans la formation, Ouais. allez-y. Mais en gros, pour moi, c'est une modalité d'ISO, juste que la contraction va être orientée excentrique et elle va être orientée sur de l'excentrique en fait. Mais c'est comme d'hab, en fait, la pensée qu'on doit avoir, c'est toujours pourquoi je fais ça, en fait. Moi, je me dis toujours, ok, on a un outil, ou une méthode ou un truc, mais dans quel but? C'est quelle adaptation? Tu vois, si tu te dis ISO switch, ISO catch, ok, il y a une composante excentrique rapide et derrière, je me retrouve en yielding, pour le coup. Ouais, Tu te retrouves en yielding, mais dans quel but tu fais ça? Pour générer quelle adaptation? Et du coup, là, tu es en mode, ok, mais excentrique rapide, déjà, si on parle de réathlétisation, ça va pas être au début. En prépa physique, il y aura peut-être des choses avant. Tu mm, vois, il y aura eu des choses plus extensives avec du volume. Enfin, il faut toujours remettre ça dans un contexte global. Donc, je pense que c'est important aussi de sensibiliser les gens comme ça, à toujours ouais, c'est avoir une pareil. Parce que, pensée très large et pas juste être narrow, enfin, tu vois, bloqué sur un mm, truc. mais ça, c'est. En gros, pour moi, l'isométrie, c'est une modalité. Enfin, c'est un régime de contraction. Tu peux avoir le yielding ou l'overcoming, et après, tu as plein de trucs qui vont découler. Par exemple, de l'impulse, on en avait discuté. L'impulse, ça va être le fait de décélérer une charge très rapidement. Et ça reste de l'ISO au final, mais de l'ISO orienté excentrique. Donc, mais ça reste de l'ISO. Donc voilà. Voilà pour ces modalités-là, quoi. Euh, Question Prochaine suivante. question. Un peu de pliométrie à basse intensité tous les jours pour une préparation course à pied après une blessure. C'est une question formulée un peu bizarrement, mais Moi, j'imagine, c'est en gros post-blessure. Est-ce qu'on doit en faire tous les jours ou pas? Moi, je dirais non. Et après. bah ça après encore une fois on en parlait dans Plio Pro. C'était sur les modalités sur la programmation, mais l'idée c'est en fait là on est en train de parler de volume et de fréquence en fait. Hmm.
Et ça, en fait, au global, et sans parler nécessairement que de pliométrie, j'aime bien remettre dans un contexte global, mais je réponds à la question, mais parce que la réflexion est la même pour tout, en fait. C'est que, tu vois, quand tu te dis, est-ce que je fais ça, mais un peu tous les jours, ou alors moins souvent, etc., faut toujours se dire, ok, moi, je bloque un volume global sur la semaine quand je cherche à développer un Après, truc. tu distribues. Tu vois, que ce soit hypertrophie, force, plio, n'importe quoi. Tu te dis, tiens, j'ai un volume global sur la semaine et je distribue. Et aujourd'hui, sur les différentes modalités, on se rend compte de plus en plus, c'est peut-être pas vrai pour tout, il y a peut-être des contradictions, etc. Mais en tout cas, il y a relativement peu de différence. C'est que à volume total égal sur la semaine, que tu répartisses en une fois, en deux fois, en trois fois, des fois c'est plus une question de temps, de logistique, de pratique, de machin. Ouais. Mais en termes d'adaptation, c'est pareil en fait au final. Donc, donc concrètement, pour répondre à la question, est-ce que je dois faire tous les jours ou pas? Déjà, ça dépend, c'est quoi ton volume total sur la semaine. C'est sûr que c'est un volume total énorme. Tu auras peut-être plus tendance à faire une fréquence pour étaler. Ce sera plus pratique. Si c'est un volume qui est pas très haut, faire tous les jours, au final, tu vas te retrouver tous les jours à faire quasiment rien. Ça dépend aussi de ce que tu as à côté parce que la pliométrie pour une préparation course à pied après blessure, tu vas pas faire que ça, tu vas avoir aussi du travail aussi sur des tissus spécifiques et tout. Il faut prendre en compte la fatigue qui est générée par l'ensemble des choses que tu fais et déterminer si moi je suis pas trop pour, honnêtement, on m'avait déjà posé la question, mais s'entraîner vraiment tous les jours, je pense qu'on a besoin de se reposer un peu quand même. Ouais. Après, ça dépend de l'agencement, de la charge d'entraînement et tout ça. Ça Je dis dépend du pas volume du mec du, aussi. du volume global, du niveau d'entraînement et tout. Encore une fois, toi qui es avec des triathlètes à ultra niveau, super haut niveau, Bah, qui quand tu fais se 25 heures font un Mont semaine, Blanc dans la semaine, tranquille, tu vois. On parle pas des mêmes personnes. Mais après, c'est quand t'as 25 heures, t'enlèves une journée, c'est compliqué après tout ce que tu dois mettre sur le reste des gens. Donc, ouais, voilà. ça Ouais. dépend. Après, pour la basse intensité, moi j'ai envie de dire si c'est vraiment en début de réhabilitation, pourquoi pas à la limite favoriser la fréquence, tu vois. Euh, mais plus Tous tu les vas jours, je sais avancer, pas, hein. ouais, même pas. On va dire 3 à 4 fois par semaine, à la limite. Et par contre, plus tu avances dans ta réhabilitation, plus forcément tu vas augmenter l'intensité. Et là, dans ce cas-là, moi par contre, je mettrais pas trop la prio sur la fréquence. Moi, Euh, j'ai tendance, en fait, quelles que soient les qualités, j'ai tendance à me dire entre 2 et 4 fois, c'est bien, tu vois. ouais, voilà. Et au moins, tu sais que tu auras une stimulation et après, tu auras du temps pour récupérer. Tous les jours, je dirais que c'est plus pour C'est du pavel. tous les jours. Ça, tout Les, mal. les choses où on peut conseiller tous les jours, c'est plutôt pour de la réathlétisation quand il y a une douleur ou que tu as une Au modalité début, quoi. d'isométrie ou sur de la tendinopathie, tout ça, et que tu as une modalité qui va vraiment te soulager ou qui va. Là, tu peux faire de la fréquence vraiment. Ou pour le remodelage d'un tissu, tout ça, ça peut être bien de mettre de la fréquence. Mais bon, franchement, si tu fais entre 2 et 4 fois par semaine, Ouais. c'est bien. Alors, peut-on supplémenter. Celui-là, tu l'aimes bien. Peut-on supplémenter en collagène lorsqu'on est blessé? Euh, Tu veux répondre? Alors. Vas-y, attends, je commence. Oh, vas-y. En fait, j'avais mis quelques stories, j'ai pas fait de post là-dessus, mais j'ai mis quelques stories parce que je m'étais quand même intéressé un peu plus en profondeur au sujet sur la collagène, la supplémentation en collagène. Et tu vois, un peu comme on parle de supplémentation en protéines ou certains acides aminés et tout pour la prise de masse musculaire, le collagène, on se dit oui, bah, on se dit, en fait, on a tendance à transposer ça. On se dit, ouais, je prends des protéines pour faire du muscle. Donc pourquoi je prendrais pas du collagène pour mes articulations, pour mon tendon et tout. Mais en fait, on se rend compte que et on en parlait dans le podcast, si ça te parle pas, retourne dessus, mais où on parlait de mTOR, tu sais, on parlait dans le podcast sur la force et l'endurance là. Les interférences et tout. On parlait de mTOR, MPK, tout ça. La voie mTOR, c'est ce qui active l'hypertrophie musculaire. Oui, il y a un impact nutritionnel sur l'hypertrophie musculaire derrière, mais par contre, le collagène, c'est pas parce que tu manges du collagène que derrière ça va favoriser la synthèse du collagène. Il semblerait que. Et ce qui est important, apparemment, ce serait plutôt la vitamine C. Ou en tout cas, il faudrait Ouais, au moins ça. associer le collagène avec la vitamine C. Mais moi, je trouve souvent c'est très marketing. Parce que quand tu étudies en fait, les voies biochimiques, moléculaires, tu vois, tu avais la voie mTOR pour hypertrophie. Pour le collagène, je crois que c'est la voie TGF, bêta, un truc. Je me souviens plus exactement, il faudrait que je revoie, j'ai pas ultra approfondi le sujet. Mais pour avoir lu quand même les papiers assez récents et des bonnes synthèses et des revues,
euh, ça change pas grand-chose, quoi. Ça change pas. C'est sûr que c'est pas ce qui va faire, ce qui va changer radicalement le. Et encore une fois, c'est le fond à chaque fois parce que les gens ils se disent tiens, je suis blessé ou j'ai un problème articulaire ou machin. Et vu qu'on est matrixé par le marketing de beaucoup de marques, forcément, il y en a qui vivent de ça. Donc voilà, on cherche pas à rabaisser. Chacun gagne sa vie comme ça. Mais ce qui est dommage, c'est quand tu fais croire à des choses qui sont fausses, tu vois. Mm. Parce que quand tu es blessé, ce qui est le plus important, c'est de restimuler tes tissus, Mm. c'est d'avoir une réathlétisation, d'avoir des stimulations physiques de force. Après, tu peux dire, effectivement, la balance énergétique, elle aura son impact. Tu vois, l'impact nutritionnel. On dit pas que l'impact nutritionnel a pas son rôle là-dedans. On dit juste que genre la supplémentation spécifique en peptides de collagène, c'est peut-être pas le mieux. Après, sur la littérature, effectivement, là, je crois qu'il y a un dernier truc, je sais plus si c'était une méta ou quoi, qui disait que c'était pas positif. Après, il y a des papiers qui montrent que c'est positif. J'ai vu ça sur du tendon d'Achille. Kisbar, il a montré ça avec 15 grammes de collagène et Mais avec de la vitamine C à côté, ouais. Ouais, sur de la vitamine C. Donc après, c'est bizarre d'un point de vue purement physio. Des fois, ça peut faire sens quand tu regardes un peu comment ça fonctionne au niveau du tropocollagène et puis les peptides de collagène qui vont venir et tout. Après, est-ce que ça va faire une grosse différence? Je pense pas. Le Surtout marketing, si tu veux retrouver des qualités de le raideur. marketing est ultra présent aussi par rapport à ça. Et ça, faut bien le souligner parce que en tout cas, sur la littérature qui indique qu'il y a un bénéfice, généralement, l'apport en collagène, il est quand même assez conséquent. On parle de 15 à 20 grammes. Et quand tu vas dans ta pharmacie et qu'ils te proposent 4 cachetons de 500 mg, tu vois, ça fait rigoler parce qu'en fait, c'est marketing et forcément, ça Et les marchera doses pas. sont pas du tout. Ouais, Pas donc, du tout. donc après, franchement, j'ai envie de dire déjà. Moi, je m'en fous, perso. Ouais. Moi, je vais être très honnête. Dans la cuisine, là, j'ai de Moi, la j'en. whey et de la créatine. C'est tout. Ouais. Alors, il manque peut-être des trucs, mais franchement, je pense que Moi, j'en utilise plus, j'en utilisais, mais j'ai arrêté. c'est l'essentiel. Bah après, si tu vois même pas de différence, c'est très marketing. Comme tu dis, les dosages sont pas forcément Mm. appropriés. Ensuite, on n'est pas encore sûr. Après, si t'es vraiment un athlète à haut niveau, tu te dis ouais, je vais grappiller le petit pourcent qui peut faire une différence. Yeah. Pourquoi pas? Encore, tu te dis. Surtout Alors, si t'es attends. sponsorisé par les marques, etc., que tu fais de Ouais. l'affiliation et que tu gagnes ta vie avec ça. Mais si t'es genre en mode aspect plus santé ou personne qui vise la longévité, qui entre guillemets veut prendre soin d'elle et tout, pour moi c'est un peu de l'argent balancé Ouais. par les fenêtres, Et hein. surtout, tu pourrais te dire, bon, est-ce que je mets dans le collagène pour améliorer mes tissus? Je donne vraiment un exemple complètement un peu barge, mais. Ou alors, genre, j'investis peut-être dans un supplément type magnésium pour améliorer mon sommeil, et ça, potentiellement, le retour sur investissement il est 10 fois mieux, tu vois, Voilà, sur ouais, les c'est tissus ça. conjonctifs. Donc après, tu nuances en te disant, bah, je vais peut-être acheter un truc et optimiser une facette de ma récupération, mais qui va favoriser à un max la récupération des tissus conjonctifs, tu vois. Grave, Donc, voilà. grave, je suis totalement d'accord. On pourrait aller plus loin sur le Ouais. sujet, mais honnêtement, je pense que l'essentiel de la réponse est là. Euh, Quel est l'équivalent du 1RM sur un exercice Je isométrique? pense qu'on peut aller vite là-dessus. Ouais, bah là ça on m'avait demandé, parce qu'en gros, bah, un RM, si on prend la relation force-vitesse, le 1RM il est dans la relation force-vitesse sur la partie concentrique, il est un peu avant l'ordonnée à l'origine, là, enfin, là où il n'y a pas de vitesse du tout, et où la force est max, et du coup là on est sur de l'isométrie max, mais l'équivalent d'un RM en isométrie, 3 secondes. ouais tu tiens 2-3 secondes. Mais même pas, parce qu'en fait, tu te dis sur un overcoming, quand tu mets tout ce que tu as pour atteindre ton plateau de force max, il est atteint en même pas une seconde, je crois. Donc tu te dis, si vraiment tu veux un 1RM, et dans les Ouais, si protocoles. tu veux le Ouais. plateau, mais sans la diminution derrière de force, Ouais, si tu veux vraiment le pic, en une gros, de seconde force quoi. max, en gros, ouais, t'as même pas besoin. Moi, Mais ça sert à je rien. dirais 3 secondes, en gros. Mais par contre, ce qu'il y a à noter, c'est que généralement, on dit, ouais, on va faire des protocoles d'isométrie, enfin, l'isomax, et tu vois des contractions de 7 secondes, et c'est pas de l'isomax. Non, bah non. Autant refaire du cluster et faire du 3 secondes plus 3 T'as secondes déjà à la une limite. fatigue. T'as déjà Et une fatigue. donc, ouais, à noter 3 secondes. Mais Autour pour de 3 secondes. ouais, autour de 3 secondes, et puis surtout sur Et du encore. yielding, par contre, ça fait pas trop sens. Quand tu tiens, admettons, t'es Ouais. sur un squat, si tu compares un RM au squat et que tu veux faire un ISO en yielding max, où tu vas pas faire une ISO, tu tiens une seconde au squat, quoi. Je veux dire, Ouais, enfin, non, non. tu fais sur de l'overcoming avec des dynamomètres, des capteurs de force, et tu cherches le pic. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on va dire, ouais, 3 secondes. Euh, Comment reproduire les contraintes de sprint Alors celle-là, je l'ai notée parce que
C'est assez straightforward, je pense. Comment reproduire les contraintes de sprint en plio pour se préparer et ne pas se blesser? Bah, faire du sprint. Enfin, JB. Non. non, Ouais. la première chose qui me vient en tête, c'est comment reproduire les contraintes du sprint. Bah, tu fais du sprint. Enfin, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas plus spécifique pour le sprint que le sprint. Hmm. Après, en plio, tu sais, comme on en parlait dans Plio Pro, il y a tout un système de scaling, enfin de, comment dire, de gestion de l'intensité. On en avait parlé même, je crois, dans un podcast, on parlait des différents paramètres, hauteur, Ouais. l'environnement, les semelles, les machins, bref, qui peuvent faire jouer sur l'intensité, la vitesse, etc. Et tu peux des fois même avoir des intensités, je pense, supérieures au sprint. Par exemple, tu sais, quand tu fais des hops, Ah tu sais, t'as les bah. hops for 8, les hops où tu cherches la hauteur de ouf, Non, mais ça te. et où tu viens strike la jambe au sol. Je peux te le dire. Je peux te le dire parce que j'ai eu des courbatures pendant Moi, j'en suis 2 pas jours. encore là. Des fois, je m'entraîne un peu en plio, mais c'est trop haute intensité. Pour l'instant, je suis pas encore là. C'est chaud. Tendons Mais, patellaire et tout. mais Ça. où tu fais du. J'avais fait un post là sur. C'était un carrousel, mais j'avais mis une vidéo dans le carrousel où c'est des hops for distance. Et en gros, c'est comme un sprint, mais sur une jambe. Ouais. Bah, ça, je pense. Ça, c'est intense. Bah, pour moi, Ça. déjà, c'est la pliométrie la plus intense. Ouais, Toute confondue. tu peux pas faire pire. Même par rapport aux modalités avec des dev jump là. Moi, je trouve que tout ce qui est horizontal en hop unilatéral avec vitesse, c'est bien plus contraignant que n'importe quel dev jump. Et surtout, il y a une modalité qu'on prend rarement en compte, c'est la vitesse à laquelle T'arrives. ton membre arrive au sol. Pouah. Parce que tu vois, quand tu fais un hop et que tu laisses juste ton membre tomber, c'est une chose. Mais quand tu as une. Tu sais, par exemple, tu fais un hop Tu sur fais un place. ciseau de la Donc, jambe. pour Quoi. rappel, hein, les hops, c'est juste en gros des sauts, mais sur une jambe et où tu atterris sur une jambe. Donc, c'est comme des cloche-pieds, quoi, en gros. Ouais. Les cloche-pieds, c'est sur la longueur. Mais en gros, tu fais des cloche-pieds, mais sur place. Bah, si tu sautes sur place, tu fais des petits pogos, c'est une chose. Mais si tu cherches la hauteur, déjà, tu vas aller chercher haut. Mais juste en cherchant la hauteur, c'est une chose. Mais si tu cherches à avoir un mouvement cyclique où tu réfléchis ta jambe pendant que tu es en l'air et tu viens la tendre très Avec fort au moment intention, où tu arrives au sol, où tu viens la strike au sol fortement, T'as tout ton poids de corps. plus la vitesse Sur à une laquelle jambe. ton membre arrive, là les contraintes sont démultipliées. Donc, Ça pour le coup, pour le sprint, là, t'es sur des contraintes qui sont quand même proches, voire supérieures au sprint, quoi. c'est clair. Donc, Donc on peut être ouais. supérieur. Et pour tout ce qui est inférieur, encore une fois, là c'est compliqué de répondre. J'allais dire, faut suivre Plio Pro, mais c'est vrai, on a fait la formation exprès pour ça. Là Dinguerie. on peut pas donner, surtout on a mis des études de cas, mais on peut pas donner vraiment une trame précise, sachant que les différents paramètres qu'on avait évoqués, il y a plein de façons de faire. Il n'y a pas une façon de faire. Il y aurait plein de façons de manipuler les 8 paramètres de l'extensif jusqu'à l'instensif pour se préparer aux contraintes du sprint. Après, il n'y aura pas plus spécifique que le sprint, autant sur le phénomène de spécificité, le critère de spécificité, mais aussi en termes de magnitude de contraintes qu'on applique sur les tissus. Et après, si on peut aller encore au-delà avec ce qu'on dit, avec des hops par exemple, ou des bounds, des grosses foulées bondissantes bien violentes là. Donc il y a ça, mais ouais, voilà un peu comment je ferais. On arrive bientôt aux dernières questions, mais on va accélérer un peu sur la fin. Quel échauffement cohérent pour de la détente verticale max? De la détente verticale max. Ouais, Progressif. moi je ferais comme d'hab, hein, je fais des rotations articulaires contrôlées, voilà, au moins sur le membre inf, sinon tout le corps. Après, j'aime bien faire de la potence. Alors les gens, ça leur parle pas, je vais expliquer vite fait, mais de la potentiation capsulaire, c'est-à-dire qu'en gros, c'est comme le phénomène de potentiation post-activation, c'est-à-dire qu'en gros, on vient utiliser temporairement la capacité du système nerveux, et pas que du système nerveux, mais à générer plus de force temporairement. Et on va en faire ça en fait, on va cibler les capsules articulaires en fait. Donc par exemple, C'est du French contrast, mais, voilà. mais spécifique. Donc là sur le saut par exemple, on sait que voilà, il n'y a pas que le membre inf, mais surtout, donc on va se dire tiens, je peux très bien faire, je vais venir cibler les articulations des hanches, les genoux et les chevilles, mais bon, j'aurais plus tendance à vraiment prioriser hanches, genoux par exemple. Ouais. Et en gros, tu viens
faire un mouvement de rotation parce que c'est ce qui vient te stresser le plus les capsules articulaires sur ces articulations-là. Par exemple, sur une rotation de hanche, tu viens te mettre en position 90-90 au sol, c'est un exemple, tu peux le faire autrement, mais tu fais une rotation interne ou externe maximale de la hanche, et là tu viens faire une contraction PELS, donc une contraction en fin d'amplitude, par exemple, tu es en rotation interne, tu vas forcer dans le sens de la rotation externe, ce qui va stresser la capsule articulaire, et là tu forces à fond pendant 4-5 secondes, et tu relâches. Mais vraiment à intensité max sur une seule série, et ça te permet de créer ce phénomène de potentiation, mais à un niveau capsulaire. Donc ça, j'aime bien faire ça, pour vraiment préparer l'articulation, et avoir une potentiation à un niveau plus global du système nerveux. Donc très peu de fatigue, on cherche pas la fatigue, hein. Vraiment c'est effort max très très court, 3 à 5 secondes. Donc ça sur chaque hanche, sur chaque capsule de hanche. Sur les genoux aussi, je fais pas les chevilles parce que je pense que quand même déjà quand tu as fait hanche gauche, hanche droite, genou gauche, genou droit, bon Ouais. déjà tu as fait 4 efforts maximaux, tu vois, même si c'est court. Voilà, bon après sinon ça fait 6 si tu fais chaque pied, tu vois. Surtout qu'après j'ai tendance à bien enchaîner éventuellement sur de la potentiation mais dans le pattern spécifique. Donc, mais après, bon, vu que là, tu cherches à faire de la détente max, Ouais. en soi, c'est déjà l'entraînement lui-même, donc tu vas peut-être pas faire ça avant. Mais déjà, ouais, rotation articulaire contrôlée, faire potentiation capsulaire, et derrière, je sais pas, un peu comme à la muscu, mais monter en gamme, quoi. Enfin, je Ouais, veux c'est dire, ça. Moi, c'est monter en ça. intensité progressive sur les sauts. Quand j'essaie de faire du saut ou du. Enfin, tout ce qui va demander de la descente verticale, en gros, bah, c'est pareil, c'est un échauffement classique. Et puis après, c'est une montée. J'aime bien aussi ajouter de la variabilité dans les sauts, tu vois. Mais en fait, c'est juste, bah, tu vas changer un peu les amplitudes articulaires, etc. Mais faire des sauts avec de l'approche, c'est-à-dire tu cours et puis ensuite tu fais de la détente verticale pour changer un peu. Puis après, pareil, quoi, tu augmentes juste l'intention du saut, quoi. Et puis après, bah, tu commences à faire tes intensités max. C'est pas sorcier, en fait, il n'y a rien de compliqué, je pense. Ouais, tout simplement. Comment vous choisissez la charge d'entraînement de départ et sur quels critères algorithme décisionnel? Alors là, c'est des questions un peu globales, mais je vais essayer d'aller rapide parce que, encore une fois, c'est compliqué. Mais donc là, c'était dans le contexte d'une planification annuelle. Je me souviens je crois que c'est Alan qui m'avait posé cette question. Euh, Encore une fois, moi, je fonctionne pas comme ça. Il y en a, je sais, qui vont sauter de leur chaise, mais ou qui fonctionnent peut-être pas de la même façon, mais j'ai pas de planification annuelle en fait. Même avec des gens que je peux encadrer. Toi non plus. Non. J'en fais pas. Parce que, encore une fois, et j'en parlais dans Plio Pro, aussi dans le module planification, périodisation, programmation, mais euh, je crois que, et ça je l'ai lu, et puis même si tu lis les bouquins que je t'ai recommandé tout à l'heure, je parlais des bouquins de Michel Dufour, mais il en parle aussi là-dedans. Mais comme quoi le meilleur outil pour la planif, c'est la gomme. Et que en fait bah enfin essayer de prévoir tout sur une année à l'avance, et des fois tu sais même quand on te parle de planification pluriannuelle, enfin tu peux pas je veux dire, même si tu as un athlète qui va faire les JO, tu peux pas savoir 4 ans à l'avance ce qu'il va faire dans 3 ans, c'est pas possible quoi. Non, non. Il y a plein de trucs que tu peux pas prévoir. Je veux dire, il y a des changements dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, un truc qui peut tout changer en fait. Je sais pas, un décès, un truc, enfin, et qui va tout réorienter. Tu vois ce que je veux dire? Euh, donc déjà, on peut pas prévoir très large, et souvent, je trouve que ça sert à rien de faire ça parce qu'au final, après, tu fais pas ce que tu avais prévu, donc en fait, tu supprimes pour refaire autrement. Donc autant naviguer un peu à vue. Enfin, en tout cas, j'aimais bien le point de vue du four du coup là-dessus. C'était faut pas être trop rigide à vouloir faire un truc ultra prévu à l'avance et essayer de s'y tenir, mais faut pas non plus naviguer à l'aveugle, mais essayer Ouais. d'avoir un fil directeur, d'être un peu dans un compromis entre les deux. Donc déjà ça du point de vue de la planif. Maintenant, pour répondre à la question sur comment on choisit la charge d'entraînement de départ et sur quels critères et tout ça, moi de mon point de vue, ça dépend de l'évaluation de l'athlète. Déjà, tu détermines les besoins pour savoir sur quelle qualité il doit travailler. Ensuite, il faut remettre dans le contexte quel niveau il a, quel volume il fait, quelle est sa capacité d'entraînabilité. Tu vois, un triathlète de haut niveau qui fait 25 heures par semaine, il n'aura pas la même entraînabilité que un sédentaire de 45 ans qui veut reprendre la salle. Enfin, tu vois, il faut reprendre le contexte, la capacité de récupération, tout ça. Et ça te permet déjà de déterminer un peu quel volume tu vas pouvoir allouer. Si tu es sur un sportif et tout ça, ok, il fait beaucoup de volume, mais du coup, combien de temps il peut allouer à ce que toi tu vas faire avec lui? Tout ça, c'est important.
Euh, et ensuite, j'aime bien la notion de dose minimale effective, tu vois, où tu te dis, Ouais, bah, c'est ça. on va, tu te dis, ok, qu'est-ce qu'il faut pour se maintenir? On va juste faire un peu plus. Mhm. Voilà. Surtout si quelqu'un qui est pas habitué à ce que tu vas lui faire faire ou que c'est quelque chose de nouveau, etc., que ce soit un athlète de haut niveau ou pas, hein, pas du tout, tu peux engendrer des courbatures, si tu mets trop de volume, etc., dès le départ. Je pense que c'est important d'être très prudent au tout début, d'aller très 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 doucement et après, pas de naviguer à vue, mais de, de recueillir de l'information, de voir comment la personne elle se sent, comment elle a réagi à ce que tu lui as mis, etc., et progresser là-dessus. Je pense qu'on fait jamais pas assez de volume. Dans le sens où tu vois. Euh, Je pense que je suis le bon exemple. Parce que moi, j'ai un volume, mon gars, mais il est ultra bas, mais ça fonctionne. Ouais, mais on fait jamais pas assez de volume parce que vaut mieux pas en faire assez et augmenter Ouais. que d'en faire trop et d'avoir des problèmes, tu vois. Genre, typiquement, quelqu'un qui reprend, bam, courbature pendant une semaine, mais au final, tu fais Ouais. rien. Puis après, Ou alors tu te blesses. Enfin bon, vaut mieux vraiment pas faire grand chose et augmenter petit à petit et vraiment avoir conscience de son corps et quand même recueillir de l'information, je pense. Euh, Plutôt que de vouloir aller trop vite. La charge d'entraînement de départ, il n'y a pas vraiment de. Moi, je me dis dose minimale affective, ça dépend ce que je veux travailler, qu'est-ce que je veux développer, à quel moment. Si je suis en pleine saison, on l'a dit, on va pas développer trop de qualité physique et tout. Si je suis hors saison, est-ce que c'est important? Il y a plein de critères à prendre en compte et à partir de ça, on interprète et on se dit, ok, voilà ma marge de manœuvre, voilà ce que je peux faire. Et ok, je développe quoi? Et pour développer, bah, on part du minimum et on augmente petit à petit. Et moi, j'aime bien faire des cycles, soit orientés sur le volume, soit sur l'intensité, l'effort. Et on alterne et voilà. Toi, tu fais comment? En vrai, c'est à peu près pareil, hein. C'est juste si vraiment j'ai une personne qui a jamais fait quasi de préparation physique, pareil, je pars sur un volume très bas. Des fois, ça peut être même genre 2 séries. Même avec 2 séries, de toute façon, tu vas avoir des courbatures. Ben oui, Et grave. après, par contre, je laisse la liberté. Je lui explique juste, par exemple, les RPE. Alors oui, quand tu vas être sur du débutant, les RPE seront mal estimés et tout, mais en fait c'est juste pour me donner une référence par rapport à une charge qu'elle sera capable d'ajouter sur un RPE 5 ou 6, à me dire bah j'ai ajouté ça. Et derrière moi je me dis ok bah c'est mon point de départ parce que elle considère que ça c'est RPE par exemple 5 ou 6, même si c'est faux c'est pas grave parce que rien que le fait de l'exposer à l'entraînement en charge ce sera déjà bien suffisant et elle va probablement cette personne-là augmenter sa force, augmenter l'hypertrophie et tout. Donc vraiment au début, il faut pas se prendre la tête. Ouais, surtout ça des débutants. Ouais, mais la seule règle, comme Alexis disait, c'était diminuer à mort le volume pour bah, justement, tu profites du fait que tu vas répondre très facilement pour se dire bah je vais pas mettre beaucoup de volume. Tu vas pas envoyer un German volume training un 10x10 sur la première séance, sinon tu vas être détruit pendant un mois. Non mais là, c'est clair, c'est du bon sens après, mais après c'est encore une fois c'est une question très globale où il n'y a pas vraiment de contexte, donc il y a plein de réponses possibles et dès que tu mets, si on met des contextes différents, les réponses sont différentes à chaque fois, donc c'est compliqué de répondre, mais j'espère qu'on a donné des éléments de réponse assez, enfin, suffisants et qui permettent d'adapter après en fonction de chaque contexte. Dernière question que j'ai, et puis après on va arrêter, parce que là je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle, mais comment vous agencez les variations de la charge d'entraînement? Euh, Bah, les variations, je sais Moi, pas. je vais être super simple. Encore une fois, on pourrait faire autrement, et c'est pas parce que je fais comme ça qu'il faut le faire. Déjà, ça, c'est important. C'est parce qu'on peut essayer de recueillir notre avis en se disant, tiens, j'aimerais savoir comment Alexis et Rémi font, et comme ça, après, on va faire pareil. Parce que tu cherches à apprendre forcément des autres. Mais je le dis tout de suite, c'est pas parce que moi je fais un truc qu'il faut le faire. Je le fais parce que j'ai un contexte. Encore une fois, c'est toujours le contexte. Ouais. Mais j'aime bien, ça dépend. Moi, les personnes que j'accompagne, j'ai tendance à faire simple pour des raisons qui vont être évidentes. Mais moi, j'entraîne que à distance. Voilà, c'est mon modèle, mais j'entraîne que en ligne. Et du coup, bon, bah, quand tu travailles en ligne, tu te fais payer au mois, généralement. Bon, bah, quand tu te fais payer au mois, c'est quand même déjà plus simple d'organiser l'entraînement, genre en mode des blocs de 4 semaines. Genre, en Ouais. gros, tous les mois, il y a un nouveau truc. Parce que au moins, tu synchronises le moment où tu es payé avec le nouveau cycle, le nouveau programme. Parce que si la personne te paye pas, bah, tu lui envoies pas la suite. Enfin, c'est con, mais c'est Oui, c'est sûr. Ouais. des choses importantes. Euh, donc déjà, il y a ça. Moi, je fais des blocs très simples. 3 4 semaines. Souvent, 4 semaines, c'est le plus simple. Et après, ça dépend du contexte. Mais
des blocs et dessus encore une fois qu'est-ce qu'on va bosser dessus, ça dépend de l'évaluation, ça dépend des besoins, ça dépend pourquoi la personne vient te voir, etc. Et on oriente par rapport au contexte, au bilan, aux capacités de la personne d'entraînabilité, ses capacités de récupération, le temps qu'elle peut allouer, etc. On fait le mieux avec le contexte qu'on a, la fréquence qu'on peut mettre, le nombre de séances et tout, on fait des choix. Et après, au niveau des variations de la charge d'entraînement, j'ai tendance à me dire, tiens, je fais un premier cycle ou un premier bloc où, de toute façon, on sait qu'on travaille sur les besoins, mais dose minimale effective, ou en tout cas, une première approche, parce que généralement, c'est des choses que la personne n'a jamais fait avant, ou très peu. Et après, un bloc orienté volume, puis un bloc orienté intensité, puis on revient volume, intensité, et on développe de la capacité comme ça au fur et à mesure. Et ouais, moi j'ai tendance à faire Pas plutôt mal, ouais. simple. Bah ouais, moi c'est à peu près pareil. Après, ça va dépendre de l'athlète parce que si c'est du haut niveau, bah en fait le calendrier il te contraint. Donc Bien là, sûr. les cycles vont découler. Mais par exemple, sur du haut niveau, ça peut être ok, bah là on va mettre euh, le focus sur le développement de la puissance. Donc là, je vais être sur des modalités où il va y avoir de la vitesse. Puis après, puis tu sais, pareil, j'ai l'impression au bout d'un moment, tu as quand même un plafond de verre où tu te dis tu vas pas approfondir la qualité indépendamment, enfin indéfiniment. Du coup, bah, tu vas essayer de la restimuler par de la force ou par du plus haut volume. En fait, je fais pareil. Après, par contre, les 4 semaines, pour le coup, sur du haut niveau, puisque c'est la planif qui va contraindre, bah là, dans ce cas-là, c'est plutôt la planif qui va me dire. Des fois, mes cycles, ils vont durer 6 semaines, 7 semaines. Et des fois, ils vont durer 3 semaines. Donc, en fait, ça dépend. Mais j'ai pas de Ouais, ça dépend critères vraiment très, du. très, très spécifiques. Et puis, pour une personne, on va dire plus lambda, et c'est pas péjoratif, hein. Mais là pour le coup j'ai peut-être quelque chose d'assez linéaire en fait. Je fonctionne pas tant par cycle pour une personne qui a juste des besoins de maintenance ou de Puis développement surtout classique, qu'aujourd'hui, quoi. on sait que les, Les les, cycles, les modèles le de bloc là, périodisation ouais. sont pas forcément. Je Il n'y en a pense pas que tout se forcément un vaut, supérieur à un autre. ça va dépendre, ouais. Mais Donc après, quand on dit linéaire, le modèle de périodisation linéaire, ouais, non, c'était enfin un c'est peu. pas linéaire, je veux dire genre un volume qui est assez stable et juste tu distribues différemment l'intensité à l'intérieur, Ouais, tu vois. tu veux dire linéaire Non, sur non, linéaire, oui, c'est pas le sur bon la mot. distribution du volume et de Oui, oui, l'intensité. oui, c'est pas genre je fais un truc décroissant en mode au volume et je plonge vers Ouais, ou l'intensité. alors c'est pas en mode je fais 4 semaines hypertrophie, puis 4 semaines force max, puis 4 semaines puissance, Qui fait tu ça? vois, et tu fais rien d'autre à côté. Non, non, on travaille en fait toutes les qualités qu'on a à travailler qui sont importantes dans le sport de la personne qui est entraînée, ou en tout cas les besoins si c'est pas une personne qui fait pour un sport spécifique. Si c'est quelqu'un qui fait pour se muscler, ben ouais, hypertrophie plus que le reste, c'est sûr. Vraiment, ça dépend des besoins et du contexte. Donc, c'est l'évaluation qui va dicter tout ça. Et après, bah, des choses assez simples en fait, hein, qui nous permettent de progresser sur le long terme. C'est vrai quand on est passionné, qu'on lit beaucoup, qu'on s'intéresse beaucoup à la prépa physique, on veut toujours faire mieux, tu sais, on veut toujours chercher le truc qui va faire la différence. Mais au final, plus t'avances, plus tu fais des trucs simples, quoi. Ouais. Et tu te dis, dans tous les cas, ça fera pas grande différence. Et puis il y a tellement de facteurs contextuels, tellement de trucs qui peuvent venir Mhm. perturber mon petit truc que je vais optimiser. Et que des fois, bah, un truc optimal sur le papier, il sera pas du tout Ouais, c'est sûr. faisable en pratique. Donc ouais, faut faire simple. Faut faire simple du moment qu'on met en œuvre et c'est ça qui est le plus important. Donc voilà pour ces questions. On n'en avait pas tant que ça. Je me disais, ouais, ça va être vite fait et tout. Au final, on a parlé 1 heure et demie, ou je sais pas combien de temps. Donc voilà, n'hésite pas à poser tes questions si jamais nos réponses suscitent d'autres questions. Ouais. Et à l'avenir, si on refera d'autres formats éventuellement comme ça permet de changer, de créer un peu d'interaction. Et puis surtout, abonne-toi si t'es pas abonné. S'il te plaît, là, non mais c'est S'il quoi te ce plaît, travail? c'est important quand même. Hein, faut pas laisser que l'algo des recommandations de YouTube et tout faire le boulot, faut s'abonner. C'est important, ça nous encourage aussi à continuer et à mettre du contenu quand même de qualité, je pense. Ouais, en tout cas on essaie. Donc voilà. Petit mot pour la fin, tu veux conclure? Non, prochain Ouais, podcast, ce sera probablement sur la sur la productivité. productivité. Ouais, Encore une fois, sujet on va faire différent. un truc encore différent. Et puis bah du coup, on te dit au prochain podcast.